à tous et bienvenue dans cette deuxième partie du bilan de l'année 2019. Après avoir évacué le pire de l'année avec le flop, voyons ce que l'année nous a proposé qui ne fut ni trop mauvais pour être une purge, ni assez bien pour être un chef-d'œuvre. Je rappelle que j'ai vu au total 53 films cette année, que l'avis que j'ai sur ces films n'engage que moi, et que pour cette vidéo, je vais parler de ces 19 films dans un ordre croissant de préférence. Je vais donc commencer par le film qui aurait pu finir dans le flop, et la conclure par le film qui aurait pu finir dans le top. Commençons donc le bof film avec Maléfique, le pouvoir du mal. Était-ce vraiment surprenant que la suite d'un film conceptuellement bancal le soit tout autant ? Bien évidemment ! Bien évidemment ! Bien évidemment ! Que non. Mais le premier Maléfique fait partie de mes plaisirs coupables, notamment car j'aime beaucoup son esthétique. Et le deuxième est aussi un plaisir coupable à mes yeux. Commençons parce que le film a de bon. Tout ce qui touche au mythos des fées noires dans ce film est réussi. Leur histoire est réussie, leur design est réussi, la diversité est réussie, leurs origines, les décors spécifiques à eux, la lumière, tout est réussi. Limite, le film n'aurait dû se focaliser que sur ça tant c'est créatif et chouette. Bon, il y a aussi le climax qui est assez cool. Malheureusement, il y a tout le reste. Bon, déjà, on prend les mêmes et on recommence, et Maléfique n'est toujours pas une méchante dans ce film. C'est la base du personnage que d'être méchant, c'est dit texto dans son nom qu'elle est du côté du mal. Mais en plus de ça, comme le film a été confié au tâcheron qui a ruiné la saga Pirates des Caraïbes, Elle Fanning joue affreusement mal en ayant l'air sous crack les 3/4 du temps, Michelle Pfeiffer joue un personnage si subtil que dès sa première scène, sa première phrase, t'as compris qui était le personnage et en 5 minutes montre en main, t'as deviné toute son évolution au cours du film. Les personnages masculins quant à eux existent. La vache, qu'est-ce qu'ils sont en retrait et peu développés. Et dans tout ça, c'est Angelina Jolie qui s'en sort le mieux avec son jeu d'actrice, au mieux correct. Il y a aussi des grosses facilités scénaristiques, limite du Deus Ex Machina, un méchant vaincu aux antipodes de celui du premier film qui à côté de ce film a une fin shakespearienne. Bref, il n'y a pas grand chose de réussi dans ce film, mais les quelques bons points de ce dernier sont assez réussis pour me le faire aimer comme le premier, en tant que plaisir coupable. Playmobil, le film. Que dire sur ce film ? Tu sens que le film n'existe que parce que Lego a réussi à sortir 4 films et que chez Playmobil, ils se sont dit qu'ils ne perdaient rien à tenter le coup eux aussi. Sauf que quand tu ne mets pas des gens aussi talentueux et imaginatifs que Phil Lord et Chris Miller qui savent exploiter ses jouets sans paraître pour une pub pour jouer, le résultat devient tout de suite beaucoup plus banal. C'est loin d'être mauvais, le film peut être apprécié comme un film familial sans prise de tête, mais le film ne va jamais plus loin dans son propos, ne propose pas de réflexion intéressante derrière. Non, c'est juste une aventure dans le monde de Playmobil. Et c'est dommage que le film n'aille jamais plus loin que le divertissement simple et facile, alors qu'en plus il aborde une thématique qui me touche beaucoup et dont je parlerai plus en détail avec certains films du top. Alors oui, j'ai bien aimé le film Playmobil, mais c'est un plaisir basique que je n'aurais vraiment envie de revoir que pour la présence d'Anya Taylor-Joy. Tolkien. Je n'aime pas les biopics. C'est un genre auquel j'arrive juste pas à accrocher. Et dans sa grande majorité, le film m'a assez ennuyé malgré un sujet qui aurait pu m'attirer. Mais le film est sauvé par les scènes dans le No Man's Land qui possèdent une imagerie puissante et qui m'ont littéralement donné des frissons. Peut-être même un des plans les plus marquants de l'année. Mais voilà, ressenti globalement ennuyeux, additionné au fait que le film appartient à un genre que je n'apprécie pas vraiment de base, le film partait avec un gros handicap dans mon cas. Mais je vous invite à le regarder par curiosité. Charlie's Angels. Alors, par rapport à ce film, je vais prendre d'énormes précautions car je m'aventure sur une pente extrêmement glissante. Comprenez bien, j'ai dans l'ensemble plutôt bien apprécié le film. C'est assez basique dans le genre de l'action, mais ça s'apprécie. Mais le film semble vraiment pollué par tout un tas de détails qui créent une ambiance qui, limite, cherche à exclure tout public masculin. Je veux pas forcément lister tous les détails, mais ça m'énerve car en soi, c'est des détails. Le film n'en devient pas mauvais, mais un détail plus un autre, plus un autre, plus un autre, plus un autre, etc. Ça donne au film une aura de film d'action par et pour des femmes. Alors que, non, le film il s'adresse à tout le monde. Quand n'importe quel film d'action avec un homme en tête d'affiche sort, on vise généralement tous les publics, hommes comme femmes. Et c'est ça mon problème avec ce film. Ce n'est pas mauvais, je l'ai bien aimé ce film. Mais j'ai vraiment l'impression qu'à cause de tout un tas de choix que je préfère imaginer comme maladroits, le côté progressiste envers la place de la femme dans la production de films d'action que veut se donner le film devient malheureusement contre-productif. Voilà, j'espère que le problème que j'ai avec ce film est suffisamment compréhensible sans que je passe pour un misogyne avec cette critique, car ce n'est ni le cas, ni le but recherché. Batman vs TMNT.
Les films d'animation DC Comics sont sympas, mais généralement ils ne sont jamais très ambitieux. Ce sont des DTV avec du coup une animation et une mise en scène pas forcément ultra originale d'un film à l'autre. Du coup, n'étant pas en plus de ça un lecteur de comics, je n'ai que le concept, le scénario et la comparaison avec d'autres films pour juger ce dernier. Et dans le cas de ce crossover, ouais c'est sympa, les univers de Batman et des Tortues Ninja se mélangent plutôt bien, il y a quelques bonnes idées comme le sérum qui transforme les méchants les plus populaires de l'univers de Gotham en créatures au design intéressant, mais dans l'ensemble, c'est pas très marquant en dehors du concept du crossover. Ad Astra. Très sincèrement, je suis frustré avec ce film. Car visuellement, il est absolument sublime et il propose très certainement l'ambiance la plus travaillée et la plus immersive de l'année. Il y a vraiment des scènes d'ambiance dans l'espace absolument sublimes et vertigineuses, et rien que la beauté de ces scènes appuyant la solitude dans l'immensité du vide spatial fait que cette expérience en salle a probablement été une des plus fortes de cette année. Mais j'ai eu un souci important avec le scénario du film, car en comparaison des thématiques et des promesses du film sur une hypothétique découverte de vie extraterrestre, le scénario m'a fait l'effet d'une douche froide car se réduisant en simple pitch de Brad Pitt voulant retrouver son papa. Ouais, tout de suite ça fait moins classe. Alors je vous invite tout de même à voir ce film dans de bonnes conditions pour partager cette expérience immersive, mais pour moi, l'expérience était en demi-teinte, partagée entre la puissance de l'image, du son, de l'acting et de l'ambiance, et la faiblesse du scénario. Pokémon Détective Pikachu. Alors, n'ayant jamais été fan de la licence Pokémon, je n'ai pas eu la moindre attente envers ce film, si ce n'est la curiosité de voir un projet aussi improbable. Et en bon néophyte de la licence, j'ai trouvé ce film correct. Il épouse tous les codes du blockbuster moderne, ce qui peut en décevoir plus d'un, mais au sein d'une licence comme Pokémon, c'est assez rafraîchissant et j'ai plutôt bien apprécié. Wonder Woman Bloodlines. Je vais pas répéter ce que j'ai dit il y a quelques minutes avant sur les films d'animation DC Comics. Celui-ci est cool aussi, mais au final je me suis fait la réflexion que ces films DTV sont, dans une grande majorité, des démos techniques pouvant proposer des concepts en film pouvant être intégrés à des films live. Bon, comme je suis un pigeon pour le coup, je les achète quand même, mais voilà, Wonder Woman Bloodlines, dans l'ensemble c'est cool, mais le film avec Gal Gadot est bien meilleur. Captain Marvel. Le problème de Captain Marvel est à peu près le même que Men in Black International. C'est un blockbuster qui manque cruellement de personnalité. Mais à la différence de ce dernier, Captain Marvel a quelques atouts qui font que je l'ai plus apprécié malgré une artificialité même du film, un humour parfois hors de propos, et très certainement le pire retcon qu'on a pu avoir dans le cinéma depuis un bon moment avec l'œil de Nick Fury. Entre autres, on peut citer le personnage en lui-même que j'ai bien aimé, contrairement à beaucoup de monde, l'hommage à Stan Lee ainsi que son caméo ultra touchant, et le côté quête identitaire ou le fait que ce soit tout simplement une origin story. C'est tout bête mais... voilà. Après, peut-être, le fait que j'aime le MCU malgré ses imperfections fait que je suis plus tolérant avec ce film que pour une réactivation de licence qui n'en avait pas tant besoin que ça. Justice League vs Fatal Five. Je sens que ça va être très vite pompeux si je me répète à chaque film d'animation de ces comics. Donc faisons un effort d'argumentation. Ce qu'il y a de très cool avec ce film Justice League, c'est toute l'introduction de tout un pan de l'univers de ces comics avec des personnages venant du 31e siècle, ainsi que des successeurs spirituels de Green Lantern et Martian Manhunter. Il y a aussi un final assez touchant à ce film, mais encore une fois, ça reste juste sympa dans l'ensemble à cause des problèmes communs à la majorité des films d'animation de ces comics. Nicky Larson et le parfum de Cupidon. J'avoue que j'ai très longtemps été réticent à voir ce film car je ne suis pas du tout fan des films de la bande à Fifi. J'avais détesté Alibi.com à l'époque malgré toutes les recommandations que l'on avait faites, mais pour faire plaisir à mon très cher Captain Critique, allez voir sa chaîne, j'ai accordé à ce film le bénéfice du doute. Et même si l'humour n'a fait mouche sur moi qu'environ une fois sur 3, tu sens un respect profond dans ce film par rapport à l'œuvre d'origine, et ce même sans connaître le manga ou l'animé. Et c'était assez ambitieux comme comédie d'action made in France. C'est loin d'être parfait, mais si le succès de ce film permettra à l'avenir plus de projets ambitieux venant de notre beau pays du vin et du fromage, ben je serai là au prochain rendez-vous. Jumanji Next Level. C'est en soi un bon divertissement, le film sait réinventer le concept du film précédent avec beaucoup de bonnes idées, comme l'introduction de nouveaux avatars, l'évolution des précédents ainsi que de l'univers, et pour quelqu'un qui, comme moi, avait plutôt bien aimé le renouvellement de la licence Jumanji, bah c'est tout bénef. Sauf que tu vois par tout un tas de petits détails que le film est le plus faible des trois, comme le fait que beaucoup de facilités scénaristiques sont beaucoup trop visibles par moment, le fait que les effets spéciaux ne soient pas très beaux par moment eux aussi, et que cela entraîne du flou dans certains mouvements de caméra, ou le fait que contrairement aux précédents films, le concept des 3 vies est sous-exploité au point où limite cela faisait chier le scénariste. Et c'est bête car tous ces petits détails viennent gâcher certaines bonnes trouvailles bien pensées. Du coup c'est un divertissement très correct pour peu que l'on accepte l'univers, mais on est tout de même face au plus faible film de la franchise.
Fast and Furious Hobbs and Shaw. Je vais faire simple avec ce film car il n'y a pas 36 façons de faire un Fast and Furious. Faut faire des scènes d'action qui repoussent la logique et le bon sens, et faut que la thématique de la famille soit au cœur du film. Le film respecte les deux et j'ai apprécié le spectacle. Parfois, je suis pas compliqué et la générosité des scènes d'action, la promesse d'un film couillon et fun et l'alchimie entre Hobbs et Shaw font que je pardonne à ce film quelques erreurs grossières par-ci par-là. Ralph 2.0. Première tentative de la part de Disney de faire une suite à un de ses classiques d'animation dans une ère post-Disney Toon, et c'était pas trop mal. Je sais bien que le film n'est pas exceptionnel et je comprendrais aisément qu'on le considère comme un mauvais film. Le sujet est assez peu intéressant, il y a une bonne partie de l'univers qui se veut plus marketing que créatif, et c'est une vision assez gentillette d'internet qui est dépeinte dans ce film, mais j'ai pas détesté ce film. Peut-être qu'en tant que Disney fan et connaissant la fâcheuse tendance de traiter les suites de classiques par Disney avant, je suis plus tolérant avec ce film que je ne devrais l'être. X-Men Dark Phoenix. Le problème de X-Men Dark Phoenix est à peu près le même que Men in Black International, c'est un blockbuster qui manque cruellement de personnalité. C'est étrange, j'ai une sensation de déjà-vu. Est-ce que c'est le monde virtuel qui reboot ? Mais même si on est face ici à un des films X-Men les plus faibles, surtout en comparé de ce qu'ont pu proposer Bryan Singer ou James Mangold, on a droit ici à une meilleure version de l'histoire du Phénix que dans X-Men 3. Et même si c'est d'une tristesse de forcer la conclusion de la saga X-Men de la sorte parce que Marvel veut les rebooter pour les intégrer dans le MCU, ce n'est pas le pire film de la saga malgré une multitude de problèmes comme Jennifer Lawrence plus je m'en branle tu meurs, pourtant j'adore cette actrice, ou le fait d'intégrer des aliens dans une histoire déjà centrée sur des mutants. Batman Hush. Bon, c'est le dernier film d'animation DC Comics dont je parle, c'est promis. J'ai beaucoup aimé Batman Hush au sens où il réussissait vraiment à proposer des choses très intéressantes, comme une vraie menace qui réussit à mettre Batman en danger, un développement de sa relation avec Catwoman, ou encore le fait que, même avec son costume et sa double identité, Bruce Wayne reste vulnérable. Mais après, ça reste encore et toujours de l'animation des TV. Ce qui fait que le film est trop court, tu sens les ellipses et comme dit précédemment, le film est plus une démo technique pour vous montrer le potentiel de cette histoire traitée sur grand écran. À couteau tiré, le dernier film du très controversé réalisateur de Star Wars épisode 8, Rian Johnson. Et c'est un très bon film quasi irréprochable, scénario top, casting 5 étoiles, décor magnifique, réalisation soignée. Où est le problème alors ? Le problème vient du fait que, comme le film est une enquête, tout repose sur une révélation, ce qui, sans mauvais jeu de mots, est à double tranchant. Soit ça peut te laisser sur le cul tant tu ne l'avais pas vu venir, soit ça te laisse indifférent tant c'est prévisible et convenu. Et si le film ne se retrouve pas dans mon top, vous comprendrez aisément que la révélation de fin m'a laissé assez indifférent, bien que j'ai adoré tout ce que le film proposait d'autre. Seb en Papouasie, la vraie aventure. Oui, techniquement ça compte comme un film. Le documentaire, bien que très à part des autres genres cinématographiques, est une forme de cinéma. Et mon avis est peut-être biaisé par le fait que je suis le travail de Seb depuis un moment, mais il a véritablement su réussir à me partager les émotions qu'il ressentait, que ce soit la joie, l'épuisement ou l'envie de voyager. C'est vraiment un documentaire réussi en tout point, même si la partie débrief de l'aventure était bien moins intéressante. Et le dernier film de ce buff film est Gemini Man. Le concept des films à rôle multiple pour un seul acteur n'est pas nouveau ou révolutionnaire. Rien qu'en 2017, on avait eu droit au film Seven Sisters qui repoussait les limites de ce concept en faisant jouer pas moins de 7 rôles à Noomi Rapace. Et ce concept, entre les mains d'un réalisateur aussi créatif que Ang Lee, ça ajoute toujours un petit plus. Tu sens que même si le scénario n'est pas extraordinaire, voire parfois un peu convenu, Ang Lee s'éclate derrière la caméra avec ce concept. Et je trouve le film vraiment bon malgré les nombreux retours négatifs qu'il y a eu sur ce film. Peut-être que la promesse était beaucoup trop élevée par rapport au résultat. En tout cas, même si du point de vue scénaristique le film ne révolutionne rien, contrairement au point de vue technologique, j'ai bien kiffé Gemini Man. Et voilà, c'était le bof film de l'année. Est-ce que vous avez vu ces films ? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Vous pouvez continuer le bilan avec moi en regardant le top 20 de 2019, ou si vous l'avez loupé, vous pouvez aussi regarder le flop 10. N'hésitez pas à liker et à partager si vous le souhaitez soutenir la chaîne, et surtout n'oubliez pas de mater des films, et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Shit, one shot, truc qui raille le pare-choc. Chaque attaque te plaque, rejoins le stup, les rois du chic chic. Chouk chouk musique, écoute le crew quand tu fais crac crac. Crascar, capac t'arrache la langue comme un tic tac. Fuck les rockstars, bienvenue dans mon cauchemar. Pas de pull en cachemire, j'étouffe comme le 4 quarts. Hardcore, pauvre tocard, j'suis comme un persévère. Faut que ce truc persévère, putain mec check sévère. Pas de bio roulé, pas de bim un peu là. Le croustille dans ta bouche comme une cracotte ou un granola. Ma face de gogol fait trop flipper les fous.